On démarre sur cette décision du 14 avril. Je rappelle qu'elle valide, on va dire, l'essentiel de la réforme des retraites. Pour vous, elle était quoi? Elle est équilibrée, partisane? Comment vous la définissez, cette décision? La première chose que j'ai soulignée quand j'ai commenté cette décision, c'est qu'effectivement, on peut dire qu'elle a été rendue contrairement aux apparences nécessaires de l'impartialité, qui est normalement un principe qui doit guider la justice. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque des personnes qui vont juger, qui vont délibérer, eh bien, ont objectivement un conflit d'intérêts avec ce qu'ils jugent, eh bien, la pratique nécessaire dans un état de droit démocratique, c'est qu'ils se déportent. Or ici, dans cette décision, nous avions deux personnes qui pouvaient être dites avoir un conflit objectif avec la loi qu'ils jugeaient, puisque l'une avait déjà défendu en tout cas, le premier projet de réforme des retraites sous la présidence d'Emmanuel Macron, Jacqueline Gourault, et Alain Juppé, de son côté, avait lui porté et fait adopter une réforme des retraites qui avait aussi entraîné un conflit populaire très fort. Et ils n'étaient pas juges à cette époque-là. Et donc, ça les place dans une situation très particulière vis-à-vis de ce qu'ils jugent. Et la pratique des autres cours suprêmes et constitutionnelles à l'étranger, c'est de se déporter dans cette hypothèse-là. Donc, ils n'auraient pas dû voter, c'est ça? Ils n'auraient pas dû participer au délibéré parce que ça jette un doute légitime sur les décisions qui sont rendues. J'ai une question, parce que si on vous suit, il ne faut pas nommer d'anciens premiers ministres, parce qu'ils ont eu à porter tout un tas de réformes dans tout un tas de secteurs. Mais vous avez raison. Ni même d'anciens ministres, puisque Jacqueline Gourault, vous lui faites porter la réforme de retraite dont elle n'était pas en charge, mais parce qu'elle était collègue ou membre d'un gouvernement. Donc il faut arrêter de nommer des anciens membres de gouvernement ou qu'ils aient été premiers ministres ou ministres. Eh bien, exactement. La problématique du Conseil constitutionnel aujourd'hui, c'est qu'il est composé presque exclusivement de personnalités qui ont une longue carrière politique derrière elles, ou qui ont des liens avec l'exercice du pouvoir politique, qu'ils doivent juger. Donc ça met le Conseil constitutionnel dans une situation structurelle de juge et partie. Donc c'est une véritable problématique. En effet, il faudrait commencer par ne pas nommer des personnes qui ont cette carrière-là. Et pas de députés non plus, puisqu'ils ont pu se Ni prononcer pour ou députés, contre. ni ministres, ni directeurs de cabinet, puisque ce sont deux fonctions. Donc que des juristes. Non, pas du tout. C'est absolument pas ce que je défends, pour le coup. Ce que je défends, c'est d'abord l'idée qu'il ne doit pas y avoir de personnalité politique ou liée à l'exercice du pouvoir. Alors, ensuite, il appartient au corps politique et social de faire un choix, des juristes peut-être, mais évidemment pas que, ça me semble absolument nécessaire, mais en tout cas pas de personnalités qui sont en fait jugées parties. Vous parlez d'impartialité structurelle. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à nommer, à le composer de cette manière-là, le Conseil immanquablement se retrouve toujours dans cette situation. Mais le résultat, c'est que, en fait, il y a une sensibilité extrême des membres du Conseil constitutionnel à la chose politique et à ce qui fonde les politiques publiques. Et ça se voit dans les décisions où, en fait, le Conseil ne fait pas véritablement son travail, un travail de réflexion autour de la Constitution. Il n'argumente d'ailleurs pas du tout ses décisions. Et le résultat dans cette décision du 14 avril est assez patent. Je pense qu'il a franchi d'ailleurs un pas supplémentaire dans son absence de réflexion autour de la question constitutionnelle, parce qu'en effet, il est amené à valider selon une logique qui est tout à fait étrangère, je pense, à l'idée même de constitution. Eh bien, la pratique ici du gouvernement, parce que c'est une pratique inédite, Madame Lenoir parlait des pratiques inédites au sein du Parlement, mais il faut rappeler que la pratique gouvernementale depuis le mois de janvier est aussi inédite. On utilise un projet de loi de financement de la sécurité sociale, etc. On l'a beaucoup dit ici, donc on va pas refaire toute la liste. Parce que l'idée de constitution, originellement, c'est l'idée de limite. Limite à l'exercice du pouvoir pour qu'il n'y ait pas un pouvoir arbitraire. Et ces limites-là, elles doivent être opposées aux politiques à partir du moment où elles ont été décidées dans la Constitution. Vous nous disiez tout à l'heure, attention aux critiques du Conseil constitutionnel, notamment venues de juristes. Vous dites attention aux dangers. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, le Conseil constitutionnel, en effet, a toujours été critiqué. J'ai toujours connu ça. Et les politiques le critiquent parce qu'ils ne sont pas contents de sa décision. Et puis ça change de camp en fonction des années. Bon, ça, c'est évidemment, moi, j'ai toujours connu ça. Moi, je ne me situe pas du tout dans cette perspective-là. C'est pas du tout une critique politicienne que je fais. D'ailleurs, lorsque j'ai rédigé mon ouvrage, il n'était pas destiné à être d'actualité, originellement. Donc, c'est un travail de fond. Et précisément, moi, je crois qu'il y a un danger qui est tout aussi grand à décrédibiliser les institutions
qui ne sont pas, enfin à crédibiliser plutôt d'ailleurs, les institutions qui ne sont pas du tout vertueuses et qui justement ne respectent pas les principes démocratiques. Vous placez le Conseil constitutionnel dans cette catégorie? Eh bien, j'ai passé en revue tous les critères faisant qu'un juge est un juge dans un état de droit démocratique, un juge légitime, et le Conseil ne remplit quasi aucun de ces critères. Alors, ces critères-là, je ne les ai pas inventés, je les ai pris dans les institutions internationales, dans la doctrine. La justice constitutionnelle, eh bien, pour être considérée comme une justice constitutionnelle légitime, au sens... Elle va opposer une parole à un pouvoir politique souvent élu démocratiquement, donc elle doit remplir des conditions pour le faire, pour ce faire, et le Conseil ne les remplit pas. Alors on a parlé de l'impartialité, on pourrait parler de la dépendance, on pourrait parler de la déontologie, on pourrait parler de ces décisions, de la manière dont elles sont argumentées. Il y a un grand théoricien du droit belge qui s'appelle Chaim Perelman, qui est mort aujourd'hui, mais qui est un spécialiste de la justice, et qui disait que les décisions qui n'étaient pas argumentées sont le signe des États autoritaires et pas des États démocratiques. Mais les décisions, et je reviens, moi, j'essaye d'être le plus simple possible là, dans ce débat, à la décision du 14 avril, pour vous, elle n'est pas argumentée en droit? Non, elle est très peu argumentée en droit, quasiment pas. Alors je m'entends. Qu'est-ce qu'une décision argumentée? Le Conseil constitutionnel souvent dit la loi est conforme ou n'est pas conforme parce que la loi dit ce qu'elle dit. Mais jamais il ne nous explique pourquoi ce qu'elle dit est conforme ou n'est pas conforme. C'est rarissime qu'il le fasse. De ce fait, quelquefois, il dit qu'il faut aller voir d'autres décisions antérieures, mais quand on remonte le fil, quand on remonte la chaîne, on ne trouve jamais l'explication. Donc il faut souvent se tenir pour dire que telle question est conforme ou est contraire à la Constitution, et il suffit de lire la loi ou il suffit de lire la Constitution. Il n'y a absolument aucune argumentation. Qu'on ne trouve pas véritablement non plus lorsque on ouvre les délibérations 25 ans après, puisque pour le coup nous sommes un des seuls pays qui a ouvert les délibérations d'une cour de justice 25 ans après, et c'est honorable. Simplement, ça nous a permis de voir que finalement le Conseil ne faisait pas véritablement bien son travail comme on avait pu l'imaginer. Donc c'est un vrai problème, parce qu'en fait il ne permet pas qu'il y ait une culture constitutionnelle, il ne permet pas une appropriation démocratique de la Constitution, puisque précisément, il n'en dit quasiment rien, ce qui contraste avec les décisions de la Cour allemande, de la Cour italienne, de la Cour européenne des droits de l'homme, ou même de la Cour suprême des États-Unis, qui, je sais, ne sont pas un exemple en ce moment. Oui, Mathieu. Vous dites que la décision du 14 avril, elle était d'une certaine manière pas fondée en droit, parce que pas assez argumentée. Et je repense à l'utilisation, moi, de ce fameux véhicule législatif. De mémoire, je ne suis pas du tout constitutionnaliste, mais j'ai cru lire que le Conseil constitutionnel jugeait que le recours à ces différents outils constitutionnels était au moins inédit ou inhabituel. Enfin, il le soulignait, c'était souligné, mais qu'il le jugeait, comme c'était dans la Constitution, conforme à la Constitution. Est-ce qu'à l'inverse, s'il avait dit non, c'est anticonstitutionnel pour cette raison-là, il n'aurait pas pris une décision politique? Mais dans tous les cas, en fait, il prend une décision politique, déjà parce qu'elle a un impact politique. Ce qui se passe, c'est que... Alors, je tiens à préciser que ces décisions, en vertu de la Constitution, font droit. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ces décisions font droit. Il ne s'agit pas de les contester. Mais je distingue entre l'idée que ces décisions font droit et l'idée qu'il fait du droit. Je reprends l'argument d'un ancien membre du Conseil constitutionnel, Olivier Dutheillet de la Motte, qui disait que le Conseil constitutionnel vivait dans un climat de pauvreté intellectuelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bon, lorsqu'on lit la décision, on peut avoir le sentiment qu'en effet, il ne fait pas de politique en disant que le véhicule est inhabituel, mais qu'il est dans la Constitution et que donc ça va. Oui, sauf que ça, c'est éminemment politique de dire cela. Pourquoi? Parce qu'une Constitution, ça n'est pas un réservoir d'outils et d'armes dont on peut se servir à sa guise. Ça n'a jamais été ça, l'idée constitutionnelle. Les révolutionnaires, et avant eux, les révolutionnaires français, avant eux, les révolutionnaires américains et les révolutionnaires anglais, ont tous voulu fixer des limites à l'exercice du pouvoir pour remplir certaines finalités. Et une règle de droit... depuis le temps des temps, c'est un rapport entre des moyens et des finalités. Si on déconnecte les moyens des finalités, on ne fait plus de droit. Et le Conseil constitutionnel non seulement fait ça, mais en plus, il ne dit pas pourquoi. C'est-à-dire, il dit c'est inhabituel.
mais c'est constitutionnel. Mais il ne dit pas pourquoi. 80% des décisions rendues aujourd'hui par le Conseil constitutionnel sont donc des QPC. Question prioritaire de constitutionnalité, un mécanisme entré en vigueur en mars 2010 suite à la révision constitutionnelle de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy. Alors le principe en résumé est assez simple. Tout justiciable devant n'importe quelle juridiction peut saisir le Conseil constitutionnel s'il estime que la loi que l'on voudrait lui appliquer est contraire aux libertés fondamentales garanties par la Constitution. Alors toutefois, 2 précisions. 1, j'ai bien dit justiciable, cela implique donc qu'il y ait un procès et par là même qu'il n'y a pas de condition de nationalité. 2, une QPC ne peut être posée qu'à posteriori de la promulgation de la loi et au cours de la procédure judiciaire. Les questions préalables, elles sont-elles réservées aux politiques? Laurine Fontaine, est-ce que vous y voyez, vous aussi, un progrès ou pas? Alors encore une fois, je fais la distinction entre la mission et l'organe qui exerce cette mission. Donc la mission, le fait qu'on puisse poser la question de la constitutionnalité d'une loi à l'occasion d'un procès, en soi, c'est une bonne chose. Mais la problématique, c'est quand on regarde celui qui est chargé d'exercer cette mission. Alors quand même, je me permets de signaler, parce que je crois que c'est une information importante, c'est que il y a une majorité d'utilisateurs des QPC qui ne peut pas être qualifié à proprement parler de citoyens, mais ce sont des entreprises. Les entreprises utilisent beaucoup les QPC. Et il se trouve que ce sont elles également qui ont le plus fort taux de réussite des QPC. Je trouve que c'est une information très importante parce qu'on parle souvent d'instruments citoyens, les droits et libertés, mais c'est beaucoup les droits et libertés des entreprises, énormément, plus que les citoyens qui ont moins d'accès parce que aussi moins d'argent pour payer des cabinets d'affaires pour faire les QPC. Ça fonctionne extrêmement bien. Et les décisions qui ont été citées sont intéressantes. On pourrait les discuter, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont tout aussi intéressantes et peut-être un peu moins glorieuses. C'est pour ça qu'il faut tout regarder. Il ne faut jamais regarder que ce qu'il y a de positif. Il faut regarder aussi ce que ça cache parfois de négatif. Je peux citer l'abrogation immédiate de la loi sur le harcèlement sexuel concernant un ancien secrétaire d'État. Je peux citer le fait que les personnes qui étaient incriminées dans l'affaire EADS ont aussi bénéficié d'une QPC qui a réussi et donc les poursuites ont été abandonnées. Donc il y a beaucoup de choses comme ça faisant que on ne peut pas lire cette QPC de manière tout à fait homogène comme une grande victoire des droits et libertés individuelles et collectives des citoyens.